Bonjour à tous, chers clients, chers consommateurs. Merci de nous faire confiance et de nous suivre. Je suis le président et associé principal du garage Des Autotrans Catalange. Nous sommes membres du réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Et aujourd'hui, comme toujours, on vous présente un nouveau cas d'arnaque, ou plutôt un double cas d'arnaque. Là, ici, on a quand même deux clients qui ont fait l'objet, chacun d'entre eux, d'une arnaque plus ou moins différente, et on va vous donc démontrer ces deux cas pratiques. L'un s'appelle Aldo, l'autre s'appelle Corinne. L'un a fait l'objet d'un abus de surfacturation d'un concessionnaire non loin d'ici, à l'entrée de Metz, et l'autre s'est fait avoir tout simplement par un concessionnaire étranger, d'une marque étrangère, sur la zone de Francfort en Allemagne, puisqu'il est malheureusement tombé en panne en Allemagne. Voilà grossièrement quels sont les deux cas pratiques que nous allons évoquer aujourd'hui. Avant cela, évidemment, puisque la question aujourd'hui c'est de traiter la question pénale de l'abus de faiblesse, eh bien, on va déjà, dans un premier temps, vous expliquer ce que c'est, ce que ça veut dire, les sanctions pénales, puisque le code de procédure pénale réprime les faits d'abus de faiblesse. On va donc traiter cette question de l'abus de faiblesse, qui est à notre sens très importante, puisque depuis quelques semaines, et la meilleure démonstration, ce sont justement ces deux cas, durant le Covid-19, eh bien nous, à notre niveau, en tant que garagiste et premier défenseur des consommateurs, nous avons pu effectivement constater un nombre invraisemblable de cas d'abus. Voilà, c'est un petit peu la mode, si vous voulez. On a des entreprises, on l'a déjà dit dans d'autres documents vidéo, qui se sentent en situation de faiblesse, qui ont forcément, du fait de la crise sanitaire, moins de chiffre d'affaires, et qui vont donc se venger, j'ai envie de dire, sur le premier client qui arrive, en le serrant à la gorge et en le pillant de ses économies sans le moindre scrupule, sans rime ni raison. Mais enfin bon, n'oublions pas que le consommateur, c'est celui qui fait vivre les entreprises, et qu'il convient tout de même de le respecter, de le considérer un petit peu comme nous on le fait au quotidien. Parce que ce que vous voyez aujourd'hui face à vous dans le cadre de ces documents d'abus, jamais, au grand jamais, on se prêtera à ce jeu-là, jamais. D'ailleurs, si on les dénonce, c'est pas pour en être le lendemain l'auteur. Voilà la vérité. Alors, l'abus de faiblesse, qu'est-ce que c'est finalement? Parce qu'il faut le comprendre et il faut l'expliquer aux consommateurs. C'est donc réprimé par l'article 223-15-2 du Code pénal, et c'est puni de pas moins de 375 000 € d'amende et de 3 ans d'emprisonnement. Or, l'abus de faiblesse, c'est quoi? Déjà, il faut comprendre que c'est le fait d'une personne, par sa propre manipulation, de faire commettre ou ne pas commettre des actes à une autre personne pour venir, comme conséquence, lui causer un préjudice certain. Voilà ce que c'est que l'abus de faiblesse. Alors, il faut évidemment des critères cumulatifs. Il faut aussi, et vous l'avez compris, faire la preuve de l'abus de faiblesse. Donc déjà, on a 3 catégories de personnes à qui s'adresse évidemment l'abus de faiblesse. Déjà, c'est les mineurs. Ah oui, il faut le comprendre. Une personne qui n'a pas la capacité juridique de répondre d'elle-même, comme le mineur, est vulnérable. Le deuxième élément, ce sont les personnes qui ont une vulnérabilité certaine du fait, par exemple, de l'âge, de leur infirmité ou de leur maladie.
Et puis enfin, troisième catégorie, ce sont les personnes à suggestion, soit psychologique, soit physique. Alors ça veut dire quoi? Vous allez vite comprendre. C'est ce que l'on voit régulièrement dans les mauvais films, les mauvais polars, films policiers. C'est par exemple quelqu'un qui est sous hypnose ou quelqu'un qui a été drogué. Forcément, elle n'est plus à ce moment-là en état de réfléchir et forcément on est clairement dans un cas d'abus de faiblesse. Et enfin, dernier point, je veux revenir dans la structure juridique, mais du civil. Je rappelle que l'abus de faiblesse peut être aussi considéré comme un vice de consentement. Alors, j'entends par là, et je pense surtout aux questions du droit de la famille, dans le cadre du droit des fiançailles ou du droit des divorces, droit du mariage, sur les questions de l'annulation de mariage. Et à ce moment-là, le contrat qui a été conclu sur les bases d'un abus de faiblesse constitue un vice du consentement, et je rappelle que le vice du consentement peut rendre parfaitement caduque et faire valoir la nullité du contrat, tout simplement. L'abus de faiblesse, il faut le prouver. Et le simple fait d'être une personne âgée, comme ça va être le cas dans les deux cas pratiques que nous allons développer aujourd'hui, eh bien ce simple fait ne permet pas de démontrer à lui seul l'abus de faiblesse. C'est pas parce qu'on a 70 ans qu'on peut se targuer devant les juges de venir dire « je me suis fait avoir, j'ai fait l'objet d'un abus de faiblesse ». Encore faut-il rapporter la preuve de l'abus de faiblesse. Et l'âge ne suffit pas. Donc, il faut des preuves testimoniales, par exemple, c'est-à-dire des attestations de témoins, ou encore, par exemple, je dis bien par exemple, des rapports médicaux qui peuvent attester d'un faisceau d'indices pour pouvoir faire constituer l'abus de faiblesse. Enfin, pour terminer sur cette question d'abus de faiblesse, je dirais qu'il faut, pour justement faire la preuve de l'abus de faiblesse, rapporter 3 éléments. Il existe l'élément matériel, il faut l'élément intentionnel, et puis surtout, troisième élément fondamental, il faut un préjudice grave. Ça veut dire qu'il faut un préjudice ayant conduit à des conséquences graves. Après, évidemment, c'est toujours l'appréciation souveraine des juges. Alors maintenant qu'on a fait le point sur l'abus de faiblesse, sur les nombreuses questions juridiques qui l'entourent, eh bien nous allons évoquer les deux cas pratiques de ces deux clients. Nous allons donc mettre au fur et à mesure les documents affichés dans le cadre de ce document vidéo, et puis surtout, vous avez pu constater que nous allons vous apporter des éléments qui ont été entourés en rouge pour que vous puissiez mieux comprendre, tout simplement. Voilà. Alors, premier cas, le plus important pour nous, c'est le cas de Aldo, s'appelle Aldo, qui a été voir un concessionnaire proche de Metz, donc non loin d'ici, et qui a fait l'objet d'un nombre successif d'incertitudes, pour ne pas employer de mots plus forts. Clairement, là, on a un concessionnaire qui a vu arriver cette personne du 3e âge de loin et qui l'a pris finalement pour un pigeon, il faut bien le dire. Appelons un chat, n'ayons pas peur des mots. Et ce qui s'est passé avec cette personne, c'est totalement inacceptable. C'est une honte. Ça ne doit jamais arriver. Jamais. Donc là, on a un client qui a donc réclamé une vidange pour son véhicule qui a plus de 20 ans. Voilà. D'une marque étrangère, vous l'avez compris, et qui est même d'une marque qui n'est pas européenne. Voilà.
Le client n'a pas eu le droit à un ordre de réparation ni à un devis. Pourtant, il l'avait réclamé. Ils lui ont dit à la louche les prix. Sauf que entre ce qu'ils lui ont dit, c'est ce qui nous a été rapporté par le client qui est venu ensuite nous voir, et vous allez comprendre pourquoi, qui est une personne du 3e âge, qui a un petit peu plus de 70 ans. Donc, on peut logiquement lui faire confiance, notamment lorsqu'il nous apporte sa propre facture. Il a demandé une vidange plus filtre à huile. Pas une révision, vidange plus filtre à huile. Pour un véhicule de plus de 20 ans. Ça lui a coûté 250 €, un petit peu plus de 250 € pour une simple vidange et le remplacement du filtre à huile. 250 €. Heureusement que le client d'emblée a demandé à faire quelque chose de pas cher parce qu'il voulait juste faire une vidange pour un véhicule, voilà, qui était le sien et qui avait plus de 20 ans. 250 €. Chez nous, c'est 85 €. Et encore parce que c'est un véhicule plus ou moins haut de gamme qui implique de mettre de l'huile plus ou moins haut de gamme. Mais le vice n'est pas que là. On ne parle pas que de cela, que de la vidange. Vous allez voir, il y a mieux. Ben oui, parce que pourquoi faire les choses à moitié quand on peut véritablement arnaquer un pauvre petit vieux? Parce que c'est cela qu'il s'agit aujourd'hui. Donc là, on a un client qui n'a pas réclamé de diagnostic, mais on va lui facturer de surcroît un diagnostic à 48 €. C'est inscrit ici. Juste ici, la dernière ligne ici, là. 48 €. Alors à savoir que le client n'avait rien réclamé et qu'à partir de là, on peut mettre et inclure le diagnostic dans la révision. On peut l'inclure. Mais dans ce cas-là, c'est toujours gratuit, c'est pris en charge dedans. On le voit souvent dans les devis et dans les facturations. Mais là, on le facture 48 € alors qu'il ne l'a pas réclamé. Ça, c'est une faute. Deuxième point, le client n'avait pas de voyant moteur allumé. Pas plus que cela n'a existé lors de l'intervention du garagiste. Et le véhicule ne présentait aucun trouble, aucun symptôme, aucun problème moteur. Mais malgré tout, on facture un diagnostic qui sort de nulle part, qui n'a pas lieu d'être, 48 €. Pour venir ensuite dire au client, et il est indiqué juste en haut, prévoir Vanegère, devis 550 €. Là, on met le devis, hein, là on présente un devis au client. Ben oui, quand c'est dans leur intérêt, ils présentent le devis, c'est indiqué juste ici. Prévoir Vanegère, 558 €. Le prix n'est pas indiqué là-dessus, mais par contre, le client nous l'a montré sur une carte de visite du concessionnaire même, qui ne nous a pas donné, il l'a gardé, peu importe le prix de toute façon, tout le monde s'accorde à dire que de toute façon, une Vanegère, on sait que ça vaut entre 300 et 1200 €, peu importe le type de véhicule et de moteur. Voilà. Donc là, on a déjà un abus vis-à-vis de la révision, qui est archi surfacturée, du diagnostic qui n'a pas lieu d'être, mais qui est présenté et facturé. Mais il y a mieux, parce que là, c'est que la face cachée de l'iceberg. Il y a bien mieux, vous allez voir. Parce que là, au client, on va lui facturer, juste pour le fait d'être client, une prise en charge, 15 €. J'avais encore jamais vu ça en 25 ans de métier. Voilà que maintenant, pour qu'un client vienne chez ce concessionnaire, on lui facture sa visite. J'avais encore jamais vu ça. 15 € prise en charge. C'est indiqué ici, le premier encadrement en haut, en rouge. Prise en charge, 15 €. Main d'œuvre T1, 12,50 hors taxe, 15 €. Vraiment, on l'avait encore pas faite celle-là. Mais il y a mieux encore. Il y a mieux. Parce que chez ce concessionnaire, on monte toujours d'un cran dans la bêtise
le ridicule et l'invraisemblable. Voyez-vous que pour ce client du 3e âge, on va lui présenter une double facturation sur le traitement des déchets. Ah oui, une fois, ça ne suffit pas. On va lui mettre la double peine sur cette question-là. Puisque regardez, ici, on facture, là, dans le 2e encadré, en rouge, traitement, recyclage des déchets pour le filtre à huile. Mais juste en dessous, on ne l'a pas encadré, on remet une case éco, traitement des déchets. Sauf que, juridiquement parlant, ces deux lignes, c'est la même chose, puisque le filtre à huile n'a pas à être dissocié. Aucune règle ne le permet juridiquement parlant. Le filtre à huile fait partie des traitements des déchets. Il n'y a pas de règle particulière sur le filtre à huile. Il existe effectivement des règles particulières sur les questions des batteries, des pneumatiques, ou des piles, ou tout ce qui est composant électronique, qui ne s'applique pas au traitement des déchets. Donc on ne peut pas refacturer cela au client. Mais là, il s'agit du filtre à huile, ce qui est plus traditionnel et ce qui s'applique réglementairement à l'assimilation du traitement des déchets. Effectivement, on peut refacturer ça au client. Mais là, on a une double peine, c'est-à-dire qu'on refacture exactement la même chose 2 fois. On refacture aussi, en 4e point, 4e erreur, 4e fraude du concessionnaire, le forfait kit Covid-19. Ben oui, c'est traditionnel, on en a déjà fait un document vidéo. Nous, on considère que c'est du vol que de refacturer les kits sanitaires Covid. Peu importe ce que ça coûte à l'entreprise, on n'a pas à facturer cela à l'endroit de chaque client. Et là, encore une ligne à 2,50 € hors taxe, 3 €. Donc si on compte, on a tout de même une vidange à 250 €. Donc le client paye, je dirais, 3 fois le prix qu'il aurait normalement dû payer. 250 € la vidange. On a un diagnostic à 48 € qui n'a pas lieu d'être. Donc le client n'aurait rien dû payer. On a des frais de prise en charge qui n'ont pas lieu d'être. Franchement, on a un client qui doit payer parce qu'il vient chez le concessionnaire donner à manger au concessionnaire. Vraiment, on aura tout vu. Donc là, 15 € qui n'ont pas lieu d'être. On a des traitements des déchets, double peine, doublement facturés. Et puis, on a ce fameux Covid qui est facturé, qui n'a pas lieu d'être. Voilà la vérité. Et puis, le clou du clou, je l'ai cette fois-ci entouré en bleu juste en dessous. Le concessionnaire, sur chacune de ses factures, qu'est-ce qu'il dit? Ben, il dit « Merci pour votre fidélité ». Ah ben oui. Et après, on s'étonne, parce que les concessionnaires sont les premiers à venir râler, venir dire qu'ils perdent des clients, que les gens cherchent à faire des devis ailleurs. Ils s'en étonnent encore. Il ne faut pas s'en étonner. Et puis il ne faut pas surtout s'en étonner aussi de la question de savoir pourquoi les consommateurs n'ont plus confiance dans les garagistes quand on voit ce genre de choses. Parce que là, on a quand même une modique somme de pas moins de 374 € pour, au départ, une simple vidange filtre à huile. 374 €. Mais une fois, il n'y a pas si longtemps que ça, dans un autre concessionnaire sur le secteur de Metz, encore une fois, pas le même que celui-ci, un autre, j'ai une cliente qui était en larmes au téléphone et qui me dit, pour un simple diagnostic dont le concessionnaire, elle nous l'a indiqué, la cliente, la dame, n'a pas été fichu de donner une solution. En disant à la dame, bah oui, ah, ça peut être ceci, ça peut être ça, on ne sait pas, on n'a pas trouvé. Voilà ce que le concessionnaire, le professionnel de l'automobile, répond à la cliente. Mais lui a demandé de payer
la modique somme de 780 € TTC. Franchement, je rappelle à un moment donné qu'il y a un principe fondamental pour les réparateurs, qu'ils soient de l'automobile ou d'ailleurs, c'est le principe de l'obligation de sécurité de résultat. Hein? Et que dans cette affaire, le piège pour le concessionnaire, c'était que non seulement il y a eu diagnostic, mais une recherche de panne, et ça a été édicté clairement, concisément, dans l'ordre de réparation. Tenez-vous bien, ce même concessionnaire a osé venir mettre sur la table la question de la rétention du véhicule, c'est-à-dire que si elle ne paye pas, en gros, elle ne pouvait pas récupérer son véhicule. Là encore, je rappelle qu'il y a des critères de la jurisprudence qui permettent d'encadrer le droit de rétention du véhicule. On ne bloque pas un véhicule au client sous tous les motifs, à toutes les sauces, hein, pour semer la zizanie ou pour faire du chantage à l'endroit de celui-ci. C'est une honte. Le problème, c'est que tout le monde le fait, mais comme les particuliers, les consommateurs ne connaissent pas leurs droits, eh bien, ils n'ont pas vraiment le choix et ils comprennent que pour récupérer leur véhicule, il faut payer. C'était le cas de cette pauvre dame, 780 € pour un diagnostic. Dans un autre cas, c'était pareil. Dans encore un autre concessionnaire d'une marque allemande, mais différent de deux cas qu'on vient d'évoquer là. On dit au client, vous devez venir payer les 330 € du diagnostic. Pour qu'on continue, donc là il y a une véritable forme, comme dans les autres cas d'ailleurs, de chantage. Il faut payer 330 € pour qu'on poursuive la recherche de panne. À la fin, tenez-vous bien, le client revient récupérer le véhicule, il doit repayer donc encore 150 €, donc à la fin, on est quasiment sur une valeur, une somme totale de 500 € pour que ce concessionnaire, comme les autres, vienne lui expliquer que on ne sait pas trop, on n'a pas trouvé, etc. Mais pour récupérer le véhicule, il a fallu payer les 500 €. Pourquoi croyez-vous que les concessionnaires font comme ça? Parce qu'il y a des salariés à payer, parce que la situation économique est dure, il y a des frais d'entreprise, donc à partir du moment où il y a un temps de travail, à partir du moment où un salarié travaille et passe du temps sur un véhicule, il faut que ça rentre, il faut payer, etc. Sauf que juridiquement, c'est pas exactement ce que prévoit la loi. C'est ça la vérité. Et ça, ils l'ont oublié parce que c'est toujours la même chose avec ces concessionnaires. Ils pensent qu'ils sont au-dessus des lois et qu'ils peuvent tout se permettre. Moi, je dis le contraire. N'ayez pas peur de vous battre, même contre un grand concessionnaire. Voilà. Personne n'est invincible, juridiquement parlant. Personne en matière de justice. Et justement, leur stratégie, c'est de vous faire croire qu'ils sont trop puissants pour vous faire abandonner les charges et les procédures que vous pourriez engager contre eux. Voilà la vérité. Maintenant, je veux revenir sur le dernier cas, le fameux client allemand. Alors là, c'est magistral, là encore. On a un cas extraordinaire de surfacturation, pour ne pas dire d'escroquerie. Parce que là, on a l'histoire d'un client. Il est venu nous voir. On lui a trouvé la panne. C'est un client qui est tombé malheureusement en panne à Francfort, près de Francfort, en Allemagne. Avec sa Peugeot 2008, très récente, hein, comme les nôtres finalement, de 2018, avec le petit moteur 1,2 litre turbo essence de 130 chevaux. Voilà. Et problème d'auto-allumage, etc. On lui a donc vendu 3 bougies d'allumage. On a fait le diagnostic et on lui a vendu 3 bougies d'allumage. Avec la pause, le client, ça lui a coûté quand même 333 €. Là encore, on est dans un abus total. C'est un client du 3e âge, une fois de plus. C'est un cas typique d'abus de faiblesse. Un cas typique. C'est le pauvre touriste qui vient, qui tombe en panne à l'étranger, qui n'arrive pas et qui ne sait pas communiquer, qui ne comprend pas la langue, donc forcément en face de lui, on a quelqu'un qui se fout de sa gueule, qui lui dit c'est comme ça et pas autrement.
Et lui, bah oui, il est emmerdé, il a besoin de son véhicule, donc le client, qu'est-ce qu'il dit? Bah il paye. Comme un con, il paye, voilà, c'est toujours la même chose. Mais quand on analyse les faits, même si c'est de l'allemand, on a pris soin de prendre le traducteur et de faire le point. Et on a vite compris, d'ailleurs, quand on s'applique un peu, il n'y a même pas besoin de comprendre la langue allemande. Il suffit juste de regarder les lignes de code. Donc sur le prix des bougies, on a 3 bougies, effectivement, à 19,27 € l'unité. On a donc un total hors taxe de 57,81 €, là-dessus pas de souci. On a la valeur de la TVA en dessous, on voit, on lit 19%, on a compris que c'était la TVA. 53,26 € là-dessus, pas de problème. Par contre, au niveau de la main-d'œuvre, dans la ligne où c'est indiqué Arbeitstoin, voilà, juste à gauche, vous avez mis 2,50. Ça, c'est la main-d'œuvre, puisque quand on traduit ce terme allemand, on retrouve le mot travail. Tout le monde a compris que travail, main-d'œuvre, voilà, ça veut. On parle du temps passé par le technicien, voilà. Donc on a 2,50 € de main-d'œuvre qui correspond à une valeur de 222,50 €. On peut aisément en déduire le taux barémé, leur taux de main-d'œuvre finalement à leur horaire. Voilà. Le problème, pour celui qui n'est pas connaisseur, je dirais, encore que le consommateur traditionnel, il sait qu'il n'y a pas besoin de 2h30 pour changer 3 bougies d'allumage, surtout sur des petits moteurs essence comme ça, franchement. Hein. La vérité, c'est que le barème constructeur, et nous on a été sur le logiciel PSA, le barème constructeur pour ce moteur précis, pour ce véhicule précis, est de 0,40. On est bien loin des 2h50. Et donc là, on est sur un cas dramatique d'abus, de surfacturation, je dirais même d'escroquerie, parce que franchement, le prix qu'aurait dû payer le client, ce n'est pas les 333,57 € qui lui ont été réclamés. Mais enfin bon, ça aurait été plutôt 3 fois moins, c'est-à-dire dans les 110 €. Voilà. Donc au lieu de 0,40, on facture 5 fois plus en termes de temps barémé de main-d'œuvre. C'est une honte, c'est un scandale. Et c'est donc là-dessus qu'on a triché pour faire du profit sur le dos d'un touriste, tout simplement. La conclusion, elle est très simple, c'est qu'une fois de plus, il est important de faire attention, de ne pas céder à la panique. Et même quand on tombe en panne à l'étranger, le plus sage, c'est encore de revenir de vacances, quitte de raccourcir ses vacances, de rentrer et de pouvoir maîtriser avec son interlocuteur toute la tentative de réparation après-vente sur son véhicule. C'est quand même important. Et de cette manière, vous allez tout comprendre. Vous allez aussi pouvoir savoir à qui vous avez affaire, et puis surtout prendre le temps, prendre le soin de choisir votre réparateur. Là encore, toujours un seul argument, l'argument plus que pro, c'est le réseau unique en Europe qui sélectionne les meilleures entreprises de France sur la base d'un audit, d'une sélection rigoureuse, des entrepreneurs qualifiés, avec de réelles garanties, la certitude pour le consommateur d'avoir affaire à un véritable professionnel. Et pas ce monde d'imposteurs et de charlatans que l'on retrouve régulièrement sur les réseaux sociaux, comme on se plaît à le dire régulièrement. C'est la transparence par la preuve, c'est la robustesse du vrai. N'ayez pas peur, rendez-vous sur le site internet plusquepro.fr, les meilleures entreprises de France en satisfaction client. Merci de nous avoir fait confiance, de nous suivre, et à bientôt pour un nouveau document des arnaques